Alors, avant de faire le détourage à la plume sur ce canard, je vais affadir l'image pour mieux voir les vecteurs que je vais placer dessus. Et pour ça, je vais utiliser un calque. Donc, on va aller chercher la palette des calques. Donc, dans la palette des calques, vous allez créer un calque de réglage de type niveau. C'est une bonne solution. Niveau. Donc normalement, vous avez un panneau propriété qui apparaît. Et alors on va affadir l'image de manière à toujours voir les contours du canard, mais les vecteurs vont mieux ressortir si on l'affadit. Donc vous allez prendre l'indicateur ici et l'amener vers la droite. Et vous allez aussi jouer sur l'indicateur du milieu ici. Donc l'idée c'est que ça devienne un peu laiteux. Voilà. Et à tout moment, vous pourrez retourner là-dessus. En réalité, on ne modifie pas réellement l'image. Vous voyez que les pixels du canard sont toujours intacts en dessous. Donc c'est juste une espèce de... comme si je mettais une feuille de calque par-dessus la photo, et ça l'affadit. Voilà, la photo n'est pas réellement modifiée. Voilà. Alors... comme je vais aller travailler dans la palette des tracés, je n'ai pas besoin de verrouiller les calques. De toute façon, je ne risque pas de les bouger. Donc on va déjà aller activer la plume. Donc allez activer la plume dans la palette des outils. Allez chercher la palette des tracés. Menu fenêtre tracé. Alors tout à l'heure, je vous avais dit d'aller dans Illustrator et puis j'ai changé d'avis. Je me suis dit, je vais aller dans Photoshop. Parce qu'en fait, c'est le même outil. Mais je pense qu'il sera un peu plus clair pour commencer dans Photoshop, dans Illustrator. C'est moins visible les vecteurs. Je pense que dans Photoshop, on va bien les voir. Quoique, voilà. Mais je ne vais pas trop en dire ici, mais voilà. Alors, la palette des tracés, vous l'avez trouvée. C'est classé par ordre alphabétique, vous voyez dans le menu fenêtre. Hein. Ok, palette des tracés. Alors, il est possible de démarrer un tracé directement sans passer par la palette des tracés, mais je ne vous le conseille pas parce que ce sera un tracé temporaire. Nous, on va directement aller créer une vignette qui va contenir le tracé. Donc, dans la palette de tracés, vous cliquez sur le bloc de feuilles, là. Et voilà, vous avez un tracé qui a été créé là. Comme ça, il ne risque pas de s'en aller par erreur. Bien, donc il est bien la vignette est bien activée. Hein. Si vous cliquez en dessous, souvenez-vous, il faut recliquer dessus pour l'activer parce qu'on veut que le tracé arrive là-dedans. Si jamais vous n'aviez pas créé de vignette comme ça, vous auriez eu un tracé temporaire qui serait apparu dans la palette des tracés. Donc quelque chose qui, juste le temps de générer une sélection, et c'est plutôt ennuyeux. Ok, vous arrivez à zoomer sur le canard, donc allez-y, zoomez. Vous allez travailler en mode zoom avant et vous allez utiliser la barre d'espacement régulièrement pendant que vous allez travailler avec la plume. Vous allez utiliser la barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre. Vous n'allez certainement pas aller activer la main. On prend la bonne habitude maintenant d'utiliser la barre d'espacement parce que si vous changez d'outil pendant que vous êtes en train de faire le tracé, il va falloir indiquer à Photoshop que vous voulez recontinuer le tracé après et ça c'est ennuyeux. Donc, on est bien en zoom avant et la main vous maîtrisez pour bouger dans la fenêtre le Alt roulette pour zoomer en arrière, en avant, tout ça, pas de problème, ça roule. Ok, alors au-dessus de la touche majuscule sur le clavier, juste à gauche de la touche Q, si vous avez un clavier AZERTY, vous avez la touche verrouillage majuscule. Est-ce que vous la voyez? Vous l'enfoncez et donc ça vous transforme votre icône d'outil en une croix. D'accord. Bon, j'ai régulièrement des gens qui me posent la question, qui me contactent pour me dire qu'ils ont un problème que leur icône d'outil a disparu, mais c'est bêtement ça, c'est la touche verrouillage majuscule qui est enfoncée sur le clavier. Voilà, maintenant vous le savez, c'est le pointeur précis, et pour faire des choses précisément, ça peut être bien. Ok, alors on va aller poser un premier point. Par exemple, je vais prendre un endroit qui est caractéristique, là où le cou du canard rejoint le corps, là. Et il ne faut surtout pas faire l'erreur de faire un cliquer-glisser, donc on va faire juste un simple clic, vous allez juste cliquer sans bouger la souris. Vous cliquez, vous avez posé un point, vous n'enfoncez plus la souris, vous pouvez la bouger. Voilà, ça c'est une erreur de débutant, c'est de commencer le tracé en faisant un cliquer-glisser, puis après c'est la foire. Bien.
Alors, le tout, et ça viendra avec le temps, c'est d'arriver à trouver où mettre le point suivant pour créer le tracé. Donc, je vais le mettre à peu près à cet endroit-là. Et là, je vais enfoncer la souris, la garder enfoncée et bouger. Et à ce moment-là, vous avez une tangente qui apparaît. Une tangente. Vous pouvez lâcher le bouton de la souris quand elle est placée. Voilà. Alors, vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de bouger la tangente. Je peux aussi bouger le point. Ou celui-là. C'est pas un problème. Comment est-ce que je fais ça? Je n'ai pas changé d'outil, je suis toujours avec l'outil plume. Parce qu'on sait que si on quitte l'outil plume dans la palette des outils, il va falloir indiquer à Photoshop qu'on veut recommencer. Donc voilà, c'est la touche commande sur le clavier du Mac ou contrôle sur le clavier du PC. Et c'est le raccourci pour avoir la flèche pour pouvoir bouger les choses. Si jamais vous faites une erreur de cliquer, vous faites un commande Z sur le Mac, CTRL Z sur le PC pour annuler le point que vous venez de mettre. D'accord? Alors donc il y a une question, quand on zoome, vous voyez un grillage. C'est ce grillage-là dont tu parles? Cette espèce de séparation entre les pixels. C'est vrai que ça peut être ennuyeux, c'est quand on fait du web ça. Donc on va aller dans le menu affichage. Affichage, tout le monde peut le faire ça. Affichage, afficher, et vous allez décocher ce qui s'appelle grille des pixels. Affichage, afficher, vous décochez grille des pixels, et à ce moment-là, le grillage ne devrait plus apparaître. Ça n'existait pas dans les anciennes versions de Photoshop. Ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. C'est quand on doit faire du travail pixel par pixel, il y a cet effet de séparation entre les pixels qui est là. Mais voilà, c'est quand on fait du web. Quand on fait du graphisme, maintenant, ça fait quand même belle lurette qu'on ne travaille plus pixel par pixel. C'était les années 80, ça. Et encore. Avec Paint ou des choses comme ça. Alors, on va continuer. Alors, l'erreur à ne pas faire, ce serait d'être déjà en train de continuer de faire le tour du canard. Hein. On est en train d'avancer ensemble. Quelle est l'étape suivante? Normalement, je peux aller poser un point suivant, ou alors vous feriez quelque chose d'autre avant? Je vais poser un point suivant. Okay. Retirer le truc qu'on tire. Lequel? Tout ça? Mais alors la courbe là, elle va être une droite. Celui de gauche, par exemple en faisant Alt-clic ici. Exactement. Et ça, c'est de ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la méthode appliquée dans les boîtes de pub en général. Et c'est pas bon, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas la méthode préconisée par Adobe. Mais donc, voilà, pourquoi pas, faites-le. Enfoncez la touche Alt et cliquez sur le point d'ancrage. ANCRAGE, ancrage comme une encre de navire. Hein. C'est parce que c'est par là que le tracé passe. C'est une encre. Et ça, c'est une poignée de tangente. Hein. Si vous enfoncez avec la touche Alt ce point-là, vous avez la deuxième moitié de tangente qui a disparu. Ça veut dire que, quand je vais plus loin, faire mon point, voilà, en glissant, eh bien, cette courbe ici, elle n'est composée que... Elle est créée, cette courbe, que par cette moitié de tangente-ci. On est d'accord? Je continue. Alt-clic, et je vais plus loin, je tire. Tiens, si je n'ai pas tiré assez, je peux toujours enfoncer la touche commande et aller bouger. Même repositionner les points, on est d'accord. Hein? Alt-clic, je clique sur le point. Barre d'espacement, je bouge. Je vais plus loin. Voilà, j'ai pas tiré assez, donc je dois faire touche commande et aller repositionner. On est d'accord? Vous voyez la technique? Ça, c'est la méthode qu'on vous expliquera si vous arrivez dans une agence de pub. Voilà, c'est un peu foireux, pourquoi pas. Pourquoi c'est foireux? Vous n'avez pas une petite idée? Ok. C'est pas régulier, il y a des problèmes de cassure dans le tracé. Ici, exceptionnellement, je vais, faites-le aussi, aller chercher la petite flèche blanche qui se cache là derrière l'outil de sélection directe. On va quitter l'outil plume. Comme ça, vous verrez comment on continue à tracer. On va d'ailleurs supprimer celui-là à un certain moment. Voilà, avec la flèche blanche,
Vous allez pouvoir regarder ça. Chaque portion de tracé, donc entre deux points d'ancrage, chaque portion de tracé, sa courbe n'est faite que par une moitié de tangente. On est d'accord? Vous le voyez? Et ça pose des problèmes. Il y a des cassures. Ici, ça se voit vraiment chez moi. Il y a une cassure dans le tracé. Alors, quand il s'agit de faire un détourage d'un objet, par exemple, imaginons que je fais le tracé autour de ce canard pour pouvoir l'utiliser sans son décor, le mettre dans une mise en page, sans la piscine qui est autour, je ne vois que le canard, ça pourrait passer s'il est imprimé en petit. Par contre, si je fais des vecteurs et que je dois faire de la découpe de vinyle, du lettrage qui va être sur une vitrine, vous allez en grand voir des cassures parfois. C'est moche. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, si je faisais le tracé pour sortir le canard de son décor et ne plus avoir la piscine, il aurait fallu que je fasse le tracé un peu à l'intérieur du canard et pas sur la frontière entre le jaune et le bleu. Exactement. Fin de la parenthèse, on verra ça de toute façon plus loin. Là, on est en train de voir les tracés. Est-ce que quelqu'un connaît la bonne méthode de Adobe qui permet de ne pas avoir de cassure? Garder les tangentes. Ben oui, garder les tangentes, mais comment? Alors, on va tester. Enfoncez, vous avez vos points qui apparaissent là, comme ça? Enfoncez une fois la touche suppression, 2 fois. La touche suppression sur le clavier. On va tester d'autres méthodes. Ok, reprenez la plume. Voilà, vous avez des outils automatiques qui existent, vous pourrez tester par vous-même, mais parfois ça foire un peu. Je vous montre la méthode manuelle qui fonctionne à chaque fois. Après, les automatismes, vous pourrez tester. Ok, on redémarre. Donc, un clic sans bouger la souris. Je vais plus loin. Je bouge. Cliquez, glisser. On est d'accord? Je vais plus loin. Cliquez, glisser. Ok, ça marche pas trop mal là. Cliquez, glisser. Tiens, je suis pas bon là. Touche commande, j'essaye d'ajuster. Cliquez, glisser. Ouais, le canard ici, ça marche pas trop mal. On y arrive. D'accord? Bon, il y a une méthode qui est celle-là. C'est évidemment l'objet ici étant trop simple, ça marche. Avec d'autres objets, ça ne marchera pas aussi bien que ça. Quoique, vous voyez que déjà là, c'est pas évident. Hein. Il y a de la piscine qui sera prise, qui est à l'intérieur de ce qui sera sélectionné. Voilà. Et donc, c'est une méthode, c'est de garder toutes les tangentes comme ça, de ne pas supprimer la moitié de tangente et puis d'aller ajuster les courbes. Le problème, c'est que quand j'ajuste la courbe ici, vous voyez que ça ajuste aussi la courbe suivante. Et quand j'ajuste la courbe suivante ici, ça va ajuster aussi la précédente. Donc tout est interlié, c'est pas bon, interconnecté. Vous voyez le principe? C'est pas la bonne méthode, c'est Chipo. Oubliez ça. Je vais vous montrer la bonne méthode de Adobe. Donc j'enfonce la touche suppression une fois, 2 fois, je supprime le tracé. Ok, la méthode de Adobe. C'est la méthode de la micro-tangente. Alors, je vous la montre et vous allez éventuellement l'essayer après. Essayez de bien regarder. Cliquez, glissez. Je fais une petite tangente. Puis, avec la touche commande, je vais aller bouger la première moitié de tangente. Je vais plus loin, micro-tangente. Avec la touche commande, je l'ajuste. Je vais plus loin, micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Ça, c'est la méthode qui est préconisée par Adobe. Hein. Quand un gars de chez Adobe vous explique comment faire des courbes vectorielles, c'est comme ça qu'il vous explique. Et ils s'y connaissent parce qu'ils ont utilisé ça depuis 1982. C'était d'ailleurs, ça faisait partie de leur premier produit, le PostScript. Voilà. À un certain moment, il faudra faire des petites opérations pour casser la courbure. Alors, quel est l'intérêt de ça? L'intérêt, c'est que, si je reviens avec la touche commande ici, allez cliquer, vous avez une vraie tangente, avec une moitié de tangente de chaque côté de chaque point. D'accord?
Sauf qu'il y a une des deux moitiés de tangente qui crée la courbe, cette courbe-ci, par exemple. Il y a une des deux moitiés de tangente qui est minuscule, donc elle influence très peu la courbe. C'est surtout la plus grande qui influence. Même chose ici. Hein. C'est cette tangente-là qui influence la courbure, et très peu celle-là. Et ainsi de suite pour toutes les autres aussi. Celle-là, voilà, c'est surtout cette tangente-là qui influence, c'est très peu celle qui est là. Mais elle sert, celle-là, c'est la garantie que vous avez une vraie tangente sans cassure. Donc voilà la méthode que vous devriez essayer d'appliquer. Je supprime mon tracé. Est-ce que vous voulez que je vous remontre avant de réessayer? Je vous remontre. Clic. Cliquez, glissez petit. Touche commande. Je peux bouger le point. J'ajuste la tangente. Je vais plus loin. Cliquez, glissez. J'ajuste la tangente. Je vais plus loin. Cliquez, glissez. Mais toujours des petites tangentes et j'ajuste une seule moitié de tangente. Toujours avec la touche commande pour pouvoir appeler la flèche rapidement. Voilà. Eh bien, allez-y, essayez. Alors, quand vous arrivez au niveau du bec, vous attendez, je vais vous montrer. En attendant, je continue le tracé. Ah oui, au fait, ça vous devriez regarder parce que c'est quand même intéressant. Je suis avec la touche commande, je suis en train d'ajuster la position du point, barre d'espacement, la position de la tangente, donc avec la touche commande du Mac ou CTRL et PC. Et en ayant la touche commande, je fais l'erreur de cliquer à côté, donc mon tracé n'est plus activé. Si j'essaye de continuer, ben ça ne marche pas, ça ne continue pas le tracé. Commande Z, j'annule. Pour continuer le tracé que vous avez interrompu, touche commande, vous cliquez sur le tracé, puis avec la plume, vous cliquez sur le dernier point, clic tout simplement, hein. Clic, puis sans enfoncer la souris, vous allez plus loin, et vous avez indiqué à Photoshop que vous continuez le tracé. Voilà. Voilà. Bon, il n'est pas dit qu'il faut être hyper fidèle à la forme du canard non plus. Hein. Il faut voir. Est-ce que quelqu'un qui va voir ce canard imprimé va vraiment... une fois que j'aurai imprimé le canard, on ne voit pas la piscine. Donc, est-ce que quelqu'un va aller me dire, tiens, c'est pas tout à fait juste la forme du canard? Oui. Bon. Ouais. Non, si c'est quelque chose, vous détourez un animal, et c'est pour un... C'est pas pour une publicité, c'est pour un livre sur la zoologie, et pas philie, zoologie. Là, oui, c'est important d'être juste. Oui. Pour répondre à ta question, pour les hérissons, j'appliquerai plutôt la technique que j'applique pour les cheveux. Et j'en profite pour dire que dans Photoshop, le chapitre des sélections, c'est vraiment un des plus gros dans Photoshop. Ça représente le tiers de ce qu'il faut savoir de Photoshop, au minimum le tiers, les sélections. Il y a plein de types de sélections, c'est comme ça qu'on fait la différence entre quelqu'un qui connaît Photoshop et quelqu'un qui ne connaît pas. En fonction de l'image qu'il a, il va utiliser une technique pour sortir l'objet de son décor et le mettre dans un autre décor, une technique ou l'autre. Pour les cheveux, pour les arbres, pour les voitures, pour les objets qui sont sur un fond clair, il y a plein de techniques qui existent, c'est très vaste et on va en voir ensemble des techniques. Et alors il y a des techniques automatisées qui apparaissent depuis quelque temps dans Photoshop. Alors les automatismes, ça marche très bien avec les images de démonstration de Adobe, mais parfois c'est pas si évident que ça et il faut connaître les méthodes manuelles. Alors, bon, j'ai un petit problème ici, je remarque que quand je bouge un point, peut-être pas des poignées, non pas les poignées, mais un point quand je le bouge avec la flèche, donc touche commande du Mac ou CTRL et PC, il se cale à l'intersection entre les pixels, vous voyez ça?
Ça doit être le magnétisme, ça. Et donc, ça pourrait peut-être être intéressant d'aller désactiver le magnétisme dans l'affichage pour voir un peu si... C'est quoi le magnétisme? Non, il y est toujours. Magnétisme, mais ça se colle en fait. Hein. Ça se colle. Alors, on va aller voir ça. Ennuyeux ça. Magnétisme. Bon, il n'y a pas de magnétisme normalement pourtant. Mais j'ai toujours du magnétisme. Bon, ça m'ennuie. Alors, bien. Alors, je continue pour cette histoire de magnétisme, je regarderai après parce que... Ah, tiens, j'ai interrompu mon tracé. Commande Z. Venir cliquer sur le dernier point. Pas la poignée, attention, le dernier point. Je clique pour indiquer que je continue de là, puis je vais plus loin. Petite tangente, ajuster. Ah oui, et alors ici, on a un changement de direction. D'accord? Donc, petite tangente, ajuster. Et là, quand vous avez comme ça un changement de direction dans la forme de l'objet, vous allez devoir casser la tangente. Avec la touche Alt, vous la prenez et vous la redirigez dans le sens où ça va aller. Voilà. C'est bêtement ça. Micro-tangente, ajuster. Micro-tangente, ajuster. Allez-y faites le bec, oui. Alors, il existe des services en ligne qui vous font ça pour vous. Ah tiens, j'ai encore un changement de direction, je pense. Touche Alt, casser la tangente. Voilà. Oui, il y a des gens dans les pays genre Madagascar ou les pays d'Asie qui vous font ça en ligne. Suivant la complexité de l'objet, ça va coûter $1, $5. Quand vous avez un catalogue avec des centaines d'images que vous devez détourer, ça peut être aussi pour un site web. Vous devez sortir les objets de leur décor. Ça aurait déjà été plus intelligent de les photographier dans un caisson lumineux pour avoir un fond blanc, mais bon, on n'a pas toujours l'occasion. Photographier toujours un canard sur un fond... Alors, oui, donc, caisson lumineux, ça va vous faciliter la tâche pour faire du e-marketing, évidemment. Photographiez pas vos objets sur des fonds bariolés et être obligé de les extraire comme ça vous-même ou de payer quelqu'un pour le faire. Voilà, on va faire ça rapidement. La fin. Je n'essaye pas d'être hyper précis non plus. Ce n'est qu'un canard en plastique. Ce serait une voiture ou un objet design, je serais obligé d'être quand même nickel. Non, ça c'est le problème qui est lié à ton Windows. Hein. Oui, parce que là, à mon avis, il y a un conflit de raccourcis. Alors à un certain moment, vous arrivez au premier point que vous avez créé, vous avez une superbe rondelle ou un donut, ou vous appelez ça comme vous voulez, qui apparaît pour vous indiquer que vous allez fermer le tracé. Donc vous cliquez, vous pouvez cliquer et bouger en même temps, voilà, et comme ça vous avez quelque chose de nickel. D'accord ? J'ai cliqué sur le premier point que j'avais créé, j'ai gardé le bouton la souris enfoncé, j'ai bougé un peu, ça a créé une petite tangente ici. Et donc voilà, c'est nickel. Même si c'est pas parfait, je veux dire... En fait, en infographie, il ne faut pas être perfectionniste, mais il faut faire les choses bien. Hein. On dit souvent qu'il faut faire les choses pour que ce soit... acceptable par le client, que le client soit content et que vous n'ayez pas passé des heures à faire le boulot en étant, si vous calculez votre salaire horaire, vous vous retrouvez avec 5 euros de l'heure, c'est pas acceptable, quoi. Il faut consacrer du temps aux choses qui se voient. Donc voilà, le perfectionnisme, c'est l'ennemi de la productivité. Et la productivité, malheureusement, à moins que vous soyez un artiste et vous avez tout le temps que vous voulez devant vous pour faire les choses comme vous voulez, il y a souvent des contraintes de temps. Voilà, vous avez fait votre détourage. Il est bien inclus dans une vignette qui n'est pas un tracé temporaire. Si c'en était un, il aurait suffi de prendre la vignette et l'amener sur le bloc de feuilles et vous auriez eu un tracé permanent dans la palette des tracés, mais c'est déjà un tracé permanent, parce qu'on avait créé la vignette avant de faire le tracé. Elle était activée au moment où on a commencé à faire le tracé. Donc on va enregistrer
fichier enregistré. Et Photoshop vous propose de l'enregistrer au format Photoshop. Vous voyez, quand vous faites fichier enregistré, normalement, on pourrait s'attendre à ce que ça s'enregistre en JPEG, puisque c'est une image JPEG. On pourrait s'attendre à ce que le fichier sur le disque dur soit mis à jour. Mais il y a quelque chose qui empêche que ça puisse être enregistré en JPEG. Quoi, à votre avis? En fait, c'est le calque. Parce qu'un tracé peut être intégré à une image JPEG. On peut faire des mises en page avec des images JPEG détourées, avec des tracés inclus. Mais c'est le calque, en fait, qui pose un problème. Alors, tu veux exporter exporter en quoi? Ah, mais non, mais je disais que si on pouvait changer... Enfin, Non, si tu veux absolument un JPEG, c'est pas par exportation que tu vas le faire, c'est par enregistrer sous et en choisissant format JPEG. Mais on ne l'enregistre pas en JPEG, on va l'enregistrer en PSD, ce sera mieux. Mais donc voilà, vous avez vu que si on fait fichier enregistré sous et qu'on choisit d'enregistrer en format JPEG, eh bien, voilà, les calques vont être perdus. Petit point d'exclamation ici. Mais ne le faites pas, n'enregistrez pas en JPEG, on va l'enregistrer en Photoshop. Donc soit vous faites fichier enregistré sous et vous conservez le format natif du logiciel, donc le format du logiciel Photoshop, soit vous faites fichier enregistré tout simplement, et c'est ça qu'il vous propose, d'enregistrer au format PSD, format Photoshop. Donc même notre calque qui affadit le canard va être inclus au fichier. Alors, il y a un petit message sur maximiser la compatibilité. C'est quelque chose qui sert pour rendre compatibles les fichiers Photoshop avec d'anciennes versions de Photoshop ou avec d'autres logiciels qui utilisent des formats Photoshop. Vous pouvez cliquer sur OK. Le fichier a une compatibilité maximale. Il est un peu plus lourd, mais c'est pas grave. Ce n'est pas très important ici. Voilà, vous avez tapé ça dans Bing, public domaine entre guillemets, pourquoi pas. Forcément, ça donne moins de résultats, mais au moins, celle-là, il y a des chances que vous puissiez les utiliser, même à des fins commerciales. Alors, voyons un peu les tailles d'images quand on survole. Qu'est-ce que ça dit 800, 533, c'est peu. Hein 3000, 1687, c'est quand même mieux, ça. Il y a moyen de filtrer, si on veut ne voir que les résultats avec beaucoup de pixels. Il y a moyen de filtrer. Je vous expliquerai les détails sur les pixels, des choses que vous ne soupçonnez pas. C'est là que vous apprendrez que quand on travaille dans Photoshop, la résolution, est-ce que ça a de l'importance? Quand même. Dans Photoshop, la résolution a-t-elle de l'importance? Aucune. Nada. Rien. Aucune importance la résolution dans Photoshop, c'est la définition qui compte. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Hein. Si, voilà, j'ai enclenché le filtre, vous avez vu le petit entonnoir. Je demande des grandes images et ça devrait me mettre des images avec une meilleure définition. Oui, il m'affiche toujours celle-là, il considère que c'est une grande image. Bon, maintenant je peux aussi préciser. Des images de au moins 1500, pas 15 000 idiot, 1500 fois 1500, on va dire 1500 pixels fois 1500, ok. Bon, du coup, l'image qui faisait moins de 1500 sur 1500, elle n'apparaît plus dans les résultats. Ok, est-ce que vous voyez cette image ici? Est-ce qu'elle vous paraît correcte? Vous la voyez, en fait, la même que la mienne, là? Bon, ça paraît bien, ça. On pourrait mettre un canard géant dans ce carrefour. On va essayer de faire ça. Donc, vous cliquez sur l'image. C'est une fenêtre qui s'ouvre. Vous avez la petite croix qui permet de fermer et de revenir au résultat. D'accord? Voilà, donc je clique sur l'image. Et parmi les options que vous voyez sans doute apparaître chez vous sur votre écran, mais pas chez moi parce que mon écran a peu de pixels pour les besoins de la projection. Il y a peu de pixels qui sont affichés, mais chez vous, vous avez sans doute déjà cette icône en bas de l'image, l'icône qui s'appelle « Afficher l'image ». Vous voyez, c'est ça qui a disparu de Google. oui, On ne sait plus vraiment aller chercher les images haute définition facilement dans Google. C'est pour ça que je passe par Bing. Alors, si on clique avec la loupe, on voit l'image avec toute sa définition. On sait même bouger avec les ascenseurs, là, comme ça.
en bas. Alors, vous allez télécharger l'image. Il n'y a pas besoin qu'elle soit affichée en grand pour la télécharger avec tous ces pixels. Vous pouvez la télécharger au moment où vous la voyez en entier comme ça. Clic droit, enregistrer l'image sous. Et on l'enregistre dans, normalement, un dossier pour aujourd'hui. Hein. C'est bien d'avoir de l'ordre et de faire pour chaque travail et pour chaque cours un dossier. Elle y est. Alors, je vais vous montrer juste quelque chose rapidement. Quand je tape dans Google ou quoi, Clipping Path, service, on va trouver ce dont je vous parlais tout à l'heure, des entreprises situées dans des pays où les salaires ne sont pas élevés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal, hein, parce que tout est à l'avenant. Hein, la nourriture coûte moins cher aussi et tout ça. Hein. Donc, des entreprises où ils vous proposent des services. Alors, il y en a plein. En tapant Clipping Path, ça veut dire tracé de détourage. Clipping, c'est détourage, et Path, c'est tracé. Et service, c'est les entreprises qui font du tracé de détourage. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur différentes. Là, voilà, je clique. Je fais commande-clic pour afficher dans des onglets. Et je vais aller voir ce que ça propose. Et vous voyez, 49 centimes de dollars par photo pour faire un détourage. Et apparemment, ils font même la transparence. Voilà. Suivant la complexité des objets, bien sûr, suivant qu'il y a la transparence, etc. Les prix qu'ils vous montrent ici, c'est pour les images les plus simples, bien sûr. Hein. Comme notre canard, par exemple. Si je fais détourer ce canard en ligne, ça va coûter 25 centimes de dollars. Voilà. Des choses plus complexes comme ça va coûter plus cher. Donc vous voyez que ça existe. Hein. Donc on peut bien sûr, si on est à la bourre, essayer de faire appel à ce genre de service, mais on peut aussi le faire soi-même ou engager quelqu'un pour le faire. Un étudiant en infographie qui a besoin d'arrondir ses fins de mois peut éventuellement trouver son compte à faire ça. Hein. D'accord ? Donc je ne pousse pas à délocaliser le travail. Mais je dis simplement, ça existe. Ça existe. Alors on va ouvrir l'image de la ville. Vous gardez le canard ouvert dans Photoshop. Au fait, quel est le format du canard là dans Photoshop ? Je veux dire le format de fichier. Est-ce qu'il y a un format de fichier là du canard dans Photoshop ? Le canard là qui est ouvert dans Photoshop, quel est son format de fichier ? JPEG ou PSD ? Aucun des deux. Un fichier ouvert dans Photoshop n'a pas de format. Le format, c'est le fichier qui est sur le disque dur. Une fois que c'est ouvert dans Photoshop, c'est indépendant du format. Et le problème pourra se poser la question du format au moment où je veux enregistrer. Est-ce que le format dans lequel je veux enregistrer, JPEG ou autre chose, TIFF ou quoi, est-ce que ça permet d'intégrer ce que j'ai ajouté à l'image dans Photoshop ? Mais quand elle est ouverte dans Photoshop, elle est indépendante du format. Alors, j'ouvre l'image donc de la ville ici. Voilà. Voyons, si je double-clique sur la loupe dans la palette des outils, ça me met l'échelle 100%. 100%, c'est quoi ? Est-ce que c'est la taille à laquelle l'image va s'imprimer ? Pas du tout. Ah, vous commencez à connaître les questions pièges, hein, vous répondez en fonction du feeling, de ce que vous sentez. Donc, le double-clic sur la loupe, c'est l'échelle 100%, ça veut dire quoi alors 100% ? C'est 100% de quoi si c'est pas la taille à laquelle ça va s'imprimer ? On la voit pas en entier là sur l'écran, donc. Mais c'est un peu proche. La définition de la photo par rapport à celui de l'écran. Voilà. Bon, en gros, je sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais ça veut dire que chacun des pixels de l'image, quand je suis à l'échelle 100%, là je suis en train de zoomer pour vous montrer qu'il y a des pixels. Hein, les images bitmap, c'est composé de pixels, mais ça vous le saviez sans doute déjà. Hein, pixel, picture, élément d'image. Quand je suis à l'échelle 100% en double-cliquant sur la loupe, ça veut dire que chaque point de l'image s'affiche sur un point de l'écran. Et c'est le meilleur moyen de juger la qualité d'une image. On fait correspondre en quelque sorte la trame de l'image avec la trame de l'écran. Il n'y a pas de mauvais affichage, c'est le meilleur affichage. Bien sûr, l'image ici comporte beaucoup plus de points que mon écran. Et j'arrive à voir la qualité, il n'y a pas de problème avec cette image. Tu as peut-être bien téléchargé une version de l'image qui comporte moins de pixels. On va aller vérifier le nombre de pixels de l'image. Alors on va dans le menu Image, taille de l'image. Image, taille de l'image, et le nombre de pixels qui compose l'image est ici. C'est ce qu'on appelle la définition de l'image. D'accord ? Définition de l'image. Ça dit quoi en fait chez toi ? Je vais retélécharger. Oui.
Donc tu n'as pas dû télécharger la bonne parce que, en effet, j'ai téléchargé une version plus haute définition. Bon, si tu peux faire rapidement télécharger l'image, super. Ok, tiens, tant qu'on est dans la taille de l'image, ça sert à modifier la taille de l'image. Ok? Taille de l'image, il y a 4 tailles pour les images. Quand on parle de taille de l'image, il faut absolument préciser de quoi on parle, parce qu'il y a 4 tailles d'image. 4 notions de taille d'image. La définition, le nombre de pixels qui composent en horizontal et en vertical l'image, c'est la définition. C'est une première manière de parler d'une taille d'image. D'accord? Une deuxième manière de parler d'une taille d'image, c'est la taille en centimètres, ou en millimètres, ou en pouces. C'est vous qui voyez. Si je parle de l'image en centimètres, c'est une autre manière de parler de taille de l'image. Pourtant, ça porte le même nom, c'est la taille de l'image. Si je parle de la taille du fichier sur le disque dur, combien est-ce qu'il occupe de place sur le disque dur? Ça aussi, c'est la taille de l'image. Si je parle de la résolution, ça aussi, c'est la taille de l'image. Donc attention, taille de l'image, ça regroupe plusieurs choses. Mais dans Photoshop, ce qui nous intéresse le plus, c'est de combien de pixels l'image est composée. La résolution ici n'a absolument aucune importance et je vais le démontrer ici, vous allez le faire en même temps que moi. Alors, on va décocher ceci, rééchantillonnage. Rééchantillonnage, c'est le moteur qui sert à modifier le nombre de pixels dans les images. Donc, faire plus de pixels ou moins de pixels. On le décoche. Alors, on va modifier ceci. Vous avez la résolution qui, en général, est indiquée en pixels par pouce. OK? Si on met 72 pixels par pouce au lieu de 240, vous avez tous 240? Mettez 72. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Le nombre de centimètres, la dimension en centimètres de l'image a augmenté. Réessayez, on remet 240. On est à 54 cm sur 36. On remet 72, ou 72 si vous préférez. 182 sur 121. Pour imprimer en jet d'encre, il faut des images à 150 pixels par pouce en général, c'est ce qu'on dit. 87 cm sur 58, c'est la dimension pour avoir cette image, sans qu'on doive multiplier les pixels si on la veut plus grande. Chez un imprimeur, 300 pixels par pouce, en général, c'est ce qu'on dit. On ne pourra pas l'imprimer à plus de 43 cm sur 29, sinon il faut multiplier les pixels artificiellement. Chez certains imprimeurs, quand on fait du haut de gamme, on peut monter à 450 pixels par pouce, 29 cm sur 19. Mais vous voyez que le nombre de pixels qui composent l'image ne change jamais. Parce que dans Photoshop, la résolution n'a pas d'importance. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs, je pensais toi qui avais dit, c'est surtout dans InDesign que ça va compter. Et c'est dans InDesign qu'on va s'occuper de la résolution. Donc ici, je pourrais même indiquer une résolution de 12 pixels par pouce. J'ai une image de 1097 cm sur 731. C'est monstrueux. OK. Aucun calcul, c'est direct. Le résultat est là parce qu'en fait, il n'y a rien qui a changé. Le nombre de pixels de l'image est resté le même. Si vous avez compris ça, vous êtes déjà loin dans l'infographie, parce qu'il y a des gens qui ont fait l'infographie pendant 1 an ou 2 ans, et ils sont toujours en train de s'occuper de quelle est la résolution des images dans Photoshop. Non. C'est la définition qui compte. Ok, alors on va amener le canard sans sa piscine dans le décor, là. Est-ce que ça va marcher, au fait? Parce que bon... Il faudrait quand même qu'on compare les deux images. Donc là, j'ai enfoncé la touche F pour sortir du mode plein écran, vous voyez? Je suis en mode fenêtre. Touche F sur le clavier. Et vous avez les deux images qui sont là. Est-ce que l'angle de vue sur le canard, ben oui, l'appareil photo est en vue plongeante, là. L'appareil photo pointe vers le bas. Est-ce que pour la rue, ça pointe vers le bas aussi? Ben, si on regarde le sol ici, oui. Donc on pourrait supposer que quand on met le canard quelque part sur la rue, ce ne sera pas trop choquant, on n'aura pas l'impression qu'il n'est pas posé sur le sol. Voilà, il faut penser à ça quand on fait un photomontage, évidemment. Et si vous faites les photos vous-même, bien sûr, vous prenez, au moment où vous faites les photos des choses que vous allez mettre ensemble dans Photoshop, un maximum de photos, plein d'angles différents et de hauteurs différentes, comme ça il y en aura, pour trouver les deux photos du décor et de l'objet qui vont bien ensemble, ben, ce sera plus facile.
Bien, donc vous arrivez à détacher les onglets comme ça éventuellement pour avoir les deux photos l'une à côté de l'autre. Donc je vous rappelle qu'il faut enfoncer la touche F pour passer en mode fenêtre dans Photoshop, sortir du plein écran et essayer d'avoir les deux photos côte à côte, ce sera plus facile pour comprendre. Voilà, donc vous étiez en mode plein écran, touche F, une fois, deux fois, vous avez les deux images qui sont dans la même fenêtre, mais on va en sortir une des deux, on appuie sur le nom et on garde enfoncé et on bouge, voilà. Comme ça, c'est bien pratique. Voilà, voilà. Alors, je reviens sur l'image du canard et je vais aller voir dans la palette des calques, elle est là. Allez-y aussi. Palette des calques, il y a un calque qui ne sert pas, c'est le calque qui affadissait. C'était juste pour me faciliter la tâche quand je crée le tracé, donc vous pouvez enlever l'œil en face. Ensuite, si je veux emmener le canard seul dans le décor, il va falloir que j'utilise le tracé et que j'attache ici au calque ce qu'on appelle un masque de fusion. D'accord ? Techniquement, il est possible d'attacher le tracé au calque, mais c'est quand même inhabituel dans Photoshop. Donc ce que je vais vous montrer, c'est comment attacher un masque de fusion pixel au calque. C'est-à-dire quelque chose qui va rendre invisible le décor de la piscine. On est d'accord ? Le but, c'est d'attacher quelque chose, d'ajouter une deuxième vignette ici, qui va rendre invisible la piscine. Ça va être un masque de fusion, on appelle ça un masque de fusion, et il va être composé de pixels. Et je vous dis que techniquement, il serait possible qu'il soit composé de vecteurs, mais c'est rare qu'on le fasse, et c'est un peu chipot. Donc une première opération, ça va être de transformer, en quelque sorte, en tout cas de générer au départ du tracé, une sélection. Et puis cette sélection, on va l'ajouter en tant que pixel ici. Vous allez comprendre si c'est assez flou pour vous. Vous allez comprendre, on va le faire ensemble. On va voir la palette des tracés. Vous l'avez toujours, la palette des tracés ? Voilà. Vous positionnez le pointeur sur le tracé, vous enfoncez la touche commande du Mac au contrôle du PC, vous cliquez sur le tracé à cet endroit-là, là où il y a le canard. Les parties qui étaient blanches dans le tracé, là, dans la vignette, génèrent une sélection. Petite sélection en pointillé. D'accord ? Alors, si vous zoomez sur la sélection, mais vraiment fort, à un certain moment, en fait, ça s'appelle une sélection en défilé de fourmis, et vous allez voir des fourmis. Mais non, c'est une blague, évidemment. Vous ne verrez pas de fourmis. Mais ça s'appelle réellement une sélection en défilé de fourmis. Vous comprenez pourquoi, quand on voit ça, c'est comme des fourmis qui défilent dans la forêt tropicale, là. D'ailleurs, en anglais, c'est le même terme. Hein. Les marching ants, ce sont les défilés de fourmis. Mais enfin, ne zoomez pas dessus, il n'y a pas de fourmis à voir. C'est une vieille blague d'infographiste. Quand on a des stagiaires et qu'on leur apprend Photoshop, voilà. Mais il faut bien se marrer de temps en temps. Hein. Non, Philippe? Ah si, moi Il faut la retenir, celle-là. Tu ne la connaissais pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va transporter dans le décor de la ville? C'est bien les pixels. Et c'est bien ce calque-là qui est activé, et non pas celui-là. C'est bien celui-là. Donc déjà, là, je suis pas mal, je suis bon. Techniquement, il est possible de déplacer le contenu de la sélection vers le décor. Eh bien, on va le faire. Mais c'est une mauvaise méthode. Je vous explique après comment ajouter le masque de fusion. Vous allez prendre l'outil de déplacement. Outil de déplacement. Pourquoi c'est une mauvaise méthode? Parce que c'est du destructif. En général, dans Photoshop, quand on fait, et dans les logiciels Adobe, on fait du non destructif. On se donne toujours la possibilité de corriger une erreur qu'on a faite précédemment. Vous prenez l'outil de déplacement, vous le positionnez quelque part dans la zone des fourmis, vous enfoncez le bouton, vous ne lâchez pas, vous déplacez vers le décor, là, vous lâchez, il est là. Alors voilà, le canard a été déplacé sur un calque, c'est automatique, hein, il ne s'est pas mis sur le même calque que l'arrière-plan, il s'est mis sur un calque, donc un niveau de construction que vous connaissez déjà, puisque vous avez déjà un peu touché à Photoshop, hein, un niveau de construction. N'oubliez pas de redonner vos...
Oui, l'organisation, ça compte beaucoup. Si vous avez beaucoup de calques, les nommer, et même les grouper, et même faire des sous-groupes, c'est intéressant. Mais on ne va pas le faire ici maintenant tout de suite. Alors tiens, bizarre quand même ça. Hein. Pourquoi le canard est petit dans le décor? Pourquoi? La définition est grande. Hein? La définition de l'autre est très grande. C'est ça, la définition du décor est très grande, et celle du canard n'est pas très grande. Et donc ne me sortez pas un truc du style, c'est pas la même résolution, il faudrait les mettre toutes les deux à 300 dpi, non, aucune importance. C'est juste que le canard est composé de moins de pixels que le décor, et il arrive avec tous ces pixels, il est identique, si je zoome sur l'œil du canard ici, il est identique que quand je zoome sur l'œil ici, hein, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas de différence au niveau du nombre de pixels dans les deux images. Tous les pixels ont été transportés. Mais voilà, c'est juste que le décor, il est super grand. On verra à un certain moment que beaucoup d'infographistes font une erreur quand ils amènent un élément dans un décor et que l'élément est trop grand. Qu'est-ce qu'ils font? Non, quand j'amène un élément dans un décor et que l'élément est trop grand par rapport au décor, le décor est beaucoup trop petit, mais beaucoup ont tendance à aller sur édition, transformation manuelle et réduire. Une des plus grosses erreurs qu'un infographiste puisse faire, on en parlera à ce moment-là. Mais ici, on a le procédé, le phénomène inverse. L'élément est peut-être plus petit que ce que je le voulais, mais c'est pas grave ça. Alors, on est allé dans l'image tout à l'heure pour voir le nombre de pixels, mais si vous cliquez à cet endroit-ci, quand vous êtes en mode fenêtre, vous voyez aussi des informations. 1280 pixels sur 853, donc c'est pas étonnant que il est composé de peu de pixels, quoi. D'accord? 1280, 853. Je vais prendre ma super calculette. Un peu plus d'1 million de pixels. 1 million de pixels. C'est ce qu'on appelle une image de 1 mégapixel. D'accord? 1 méga, c'est 1 million. Quand vous avez un appareil photo, même sur votre smartphone, et qu'on vous dit qu'il est 8 mégapixels, ça veut dire que le capteur capte 8 millions, enfin ça génère 8 millions de pixels. L'autre image ici, 5000 pixels sur 3500, ça nous fait combien ça? Ça nous fait à peu près 18 mégapixels. 18 millions de pixels à peu près là-dedans. Hein. Quand je multiplie 5000 par 3500, c'est à peu près 18 millions. Donc c'est une image 18 mégapixels. Elle a peut-être été prise avec un appareil photo 18 mégapixels. Donc déjà, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ne savaient pas ce que c'était le mégapixel exactement. Maintenant, vous le savez, c'est le million de pixels en couleur, des pixels couleur. Alors ici, dans l'image du décor de la ville, on a donc un canard qui est là sur son calque, entouré de transparence, hein, puisque dans Photoshop, le blanc étant une couleur, il faut bien indiquer la transparence par un damier. Donc c'est le canard entouré de transparence. Ça veut dire que si vous avez fait une erreur au moment du détourage du canard, s'il y a quelque chose qui devrait apparaître, qui se trouve dans l'image originale ici, mais qui n'a pas été transporté, ben c'est foutu. C'est pour ça qu'on va faire l'autre méthode qui vous permet de corriger des erreurs que vous auriez faites au départ dans le détourage. Bon, ici c'est un canard, il n'y a pas vraiment d'erreur normalement. Hein. Mais pour des objets plus complexes, ça peut arriver qu'on oublie d'inclure quelque chose à la sélection. Et puis après, si on ne fait pas la méthode qu'on va faire maintenant, c'est très difficile. Il faut revenir sur l'image originale, corriger la sélection. Ça suppose qu'on l'a mémorisée. Il faut peut-être la refaire complètement. Enfin, compliqué quoi. Alors, voilà la bonne méthode. Revenez sur l'image du canard. On va faire ce que je vous avais dit qu'on allait faire tout à l'heure, c'est ajouter un masque de fusion sur le calque du canard. Le calque du canard est activé, vous avez votre sélection en pointillé qui est là. Vous allez dans... on va faire ça, comme ça. On va cliquer sur l'icône ici de masque. C'est un masque photographique, hein. C'est pas le carnaval de Venise. Hein. Sinon, il y aurait 2 trous. Bon, ça va? Donc, résultat, vous voyez la transparence autour du canard, mais
le décor de la piscine, les pixels n'ont pas été réellement effacés, ils sont toujours là au cas où. Et le masque est là, ajouté. Ce qui est blanc dans le masque, c'est ce qui fait apparaître, voilà. Alors, c'est ça, quoi. Ah, Pourtant, la tête est toujours entière. voilà, vous avez une petite chaîne entre les deux, quand on clique dessus, elle s'en va, ben, il n'y a pas de raison de le faire ici parce que ça va être la cata, donc si vous avez cliqué dessus et qu'elle s'est en allée, recliquez là pour la remettre. Vous devez décider à ce moment-là si vous travaillez sur la partie gauche du calque ou la partie droite. Mais de toute façon, on ne va pas travailler maintenant, ce sera pour plus tard, on fera des photomontages plus complexes. Mais bon, voilà. Bon, peu importe quelle soit la partie sur laquelle vous indiquez que vous travaillez maintenant, gauche ou droite, on va de toute façon transporter le canard avec sa piscine vers le décor de la ville. Remarquez qu'on a le bleu de la piscine qui fait un reflet sur le canard, ça, ce genre de choses, il faut faire attention. Il faudra corriger ça pour des photomontages sérieux, à moins que ça passe, on va voir. Je veux dire, ça pourrait passer dans certains décors tout seul, mais parfois dans d'autres, il faudra corriger. Cette coloration bleue sous le canard. Parce que tu trouves. Ok, on y va. Alors, comment est-ce qu'on fait pour transporter le canard vers la ville? Ben, déjà, il faut être en train de travailler sur cette image-là. Il faut prendre l'outil de déplacement et le déplacer vers la ville, ou alors, vous pouvez aussi prendre le calque et le déplacer vers la ville. Les deux fonctionnent. Et comme il est gêné, il va. Ok, touche F, je passe plein écran là. Donc j'ai deux canards qui ont été amenés par deux méthodes différentes dans la ville. Donc la méthode, la dernière là, c'est ce qui est le mieux, parce que ça veut dire que si j'ai fait une erreur dans le détourage original qui est là, je peux aller le corriger au pinceau, en noir ou en blanc, faire apparaître des choses qui n'apparaissent pas, des choses de l'image entière, parce que l'image entière a été transportée. Des choses qui n'apparaissent pas ou des choses qui ne devraient pas apparaître et qui apparaissent, il faut corriger ça au pinceau dans le masque de fusion. Ça, et puis. Bon, vous pouvez jeter le premier calque. Voilà. Super. Alors regardez ce phénomène bizarre de perception. Si vous mettez le canard à cet endroit-là, il a la taille de 2 ou 3 voitures. Donc il est vraiment super géant. Si vous le mettez là, il a la taille d'un chien. Pourtant, il ne change pas de dimension. C'est une perception, c'est une illusion. En fonction de la position de l'objet par rapport à la ligne d'horizon, vous la voyez la ligne d'horizon, elle est là au fond. Hein. La ligne d'horizon, elle passe par là, on est d'accord, à peu près. Hein. Par rapport à la position de l'objet par rapport à la ligne d'horizon, ben, il paraît plus ou moins grand. Donc je vais mettre le canard à cet endroit-là, mais je voudrais, donc sur le trottoir, il ne faudrait pas qu'il se fasse écraser, mais je trouve quand même encore un peu rikiki, je pense qu'il doit avoir la taille 80 cm, 1 mètre là. En fait, on considère que la prise de vue est à 1,60 m, à peu près la hauteur des yeux d'une personne moyenne, 1,60 m. Tout ce qui est en dessous, positionné sous la ligne d'horizon, paraîtra plus petit qu'1,60 m. Tout ce qui dépasse paraîtra plus grand. Donc si je le mets là, il fait même la hauteur de plusieurs immeubles. Ok, donc je vais le mettre là. Alors il n'est pas interdit de l'agrandir. Multiplier les pixels dans Photoshop, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Photoshop peut multiplier intelligemment les pixels. Il y a d'ailleurs des méthodes encore meilleures que celles qu'on va faire maintenant. C'est rétrécir qui pose problème. Réduire le nombre de pixels des éléments. Ça, vous verrez comment contourner le problème. Ok, vous êtes en train de travailler sur... Vous êtes en train de travailler sur le calque du canard. Vous allez faire édition, transformation manuelle. Édition, transformation manuelle. Vous avez un rectangle qui apparaît. Vous prenez une poignée du coin, vous enfoncez le bouton de la souris, vous bougez, mais pour que ça reste proportionné, vous allez devoir enfoncer la touche majuscule. Sauf dans la dernière version de Photoshop, où c'est l'inverse. Dès que vous bougez, ça reste proportionné, c'est pour casser les proportions qu'il faut enfoncer la touche majuscule. Mais là, vous êtes dans la 2018. Ceux qui sont dans la 2019, vous n'enfoncez pas la touche majuscule et ça devrait agrandir proportionné.
Par contre, ceux qui sont dans la 2018, vous devez enfoncer la touche majuscule. Je lâche le bouton de la souris, je vais peut-être prendre la poignée là, voilà. OK. Ah oui, si vous faites Alt majuscule, ça le redimensionne par son centre. Vous voyez? Si je fais juste majuscule, ça redimensionne par le coin où je le prends. Donc ça peut être pratique. Alt majuscule. Bien, donc je vais le faire plus grand. OK. Il faut bien penser à lâcher le bouton de la souris et puis seulement les touches, parce que c'est des touches de contrainte. Si vous lâchez les touches avant le bouton de la souris, vous avez foutu en l'air le truc. Alors je vais essayer commande Z, voilà, ça marche quand même. Vous comprenez le principe? Je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Alors ça a l'air un peu pourri quand on regarde comme ça, mais c'est une prévisualisation. Dès qu'on va valider la transformation, ça va recalculer les pixels et ça va devenir meilleur que ça. Donc le petit V là au-dessus, ou la touche entrée sur le clavier. La touche entrée, c'est la touche en bas à droite sur le clavier. Voilà, ça a recalculé. Et ça a normalement multiplié les pixels. Et il est possible qu'une version avec plus de pixels soit même meilleure au niveau des détails que la version originale. On fera des essais, vous allez voir. Je vais prendre à un certain moment une photo d'une voiture. Le logo de la voiture, on sait à peine lire, c'est pixelisé. C'est des pixels. Et quand on agrandit, on arrive à faire ressortir le logo et reconstituer en quelque sorte. Donc Photoshop, il a un peu des outils qui permettent de faire ça. Ok, alors, comme nous l'apprendrons plus tard, il y a plein de boulot à faire pour que ça ait l'air réaliste. Il va falloir corriger les couleurs du décor, de l'élément, pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il est dans le décor. On a un décor ici qui est plutôt bleuté, ambiance lumière froide. Et le canard, c'est clairement lumière chaude, donc ça va pas, quoi. Donc il y a des corrections couleurs à faire, bien sûr, mais ça, ce sera plus tard. On va juste faire un petit essai de coller un motif sur ce canard. Et pour ça, on va devoir aller chercher un motif dans Bing. Donc, je vous invite à aller rechercher dans Bing. Et là, vous allez pouvoir choisir le motif que vous voulez, tant qu'il n'est pas trop clair ou trop foncé ou trop contrasté. Donc, pas un motif qui est presque blanc, pas un motif qui est presque noir, pas un motif qui est un peu comme un damier noir et blanc. Sinon, pour la suite, ça risque de ne pas trop le faire. Donc, on va aller chercher un motif. Donc, pour ça, on va aller dans Bing. Et on va taper... Oui, ça pourrait être bien de faire ça. On va directement aller chercher Seamless Pattern. Ça veut dire motif sans raccord. Soyons fous, on va directement montrer comment faire des motifs sans raccord. Comment utiliser les motifs sans raccord. Voilà, Seamless Pattern. Pattern, si vous voulez, avec l'accent anglais. Ça veut dire que ce sont des motifs qui, quand on va les répéter, on va pas voir les raccords. On va pas voir les raccords. Alors, je vais montrer ici avec cette image-là, par exemple. Bon, il n'est pas sûr qu'on tombe directement sur des motifs sans raccord quand on demande des motifs sans raccord dans Bing. Hein. Parfois, il y a des choses qui viennent et qui n'en sont pas. Mais voyez que, par exemple, ici, j'ai une feuille qui dépasse par la gauche. Cette même feuille dépasse par la droite. Voilà. Comme du papier peint, quand vous aviez les tapissiers qui devaient... Voilà, oui, c'est un motif sans raccord. Ici, il y en a une qui dépasse par le bas. Est-ce qu'elle ne commencerait pas par le haut, là? Ben oui, elle est là. Donc voilà, si on met côte à côte des répétitions de cette image-là, on peut avoir à l'infini un motif sans qu'on voit là où ça se raccorde. Bon. Ben écoutez, choisissez ce que vous voulez comme motif. Vous allez le télécharger en haute définition. On va voir ce qui se passe quand on le colle sur le canard. Voilà, donc de préférence, donc pas quelque chose de trop contrasté. N'oubliez pas d'afficher l'image, c'est encore mieux. Hein, dans Bing, vous avez l'option afficher l'image pour l'avoir en haute définition et vous allez l'enregistrer. Et vous allez pouvoir faire des tests avec différents motifs d'ailleurs. Mais on va commencer avec un seul.
Donc des motifs comme ceux qu'on a vus là, il est tout à fait possible de les faire soi-même dans Illustrator ou dans Photoshop, ou en mélangeant les deux logiciels. Il est possible de les faire soi-même sans aucun problème. Il y a des techniques qui vous seront expliquées, faire des motifs sans raccord, parce que ça sert. C'est une technique graphique, le motif sans raccord visible. Alors voilà, techniquement, il est possible d'importer le motif dans l'image Photoshop en faisant fichier importer. Il est aussi possible de l'ouvrir à côté et de le déplacer dans l'image. Alors on va faire cette méthode-là, on va l'ouvrir à côté et le déplacer parce que quand on l'importe, ça crée ce qu'on appelle un objet dynamique, et ça, je ne suis pas certain que vous connaissez déjà encore les objets dynamiques. Donc on va simplement ouvrir le motif par fichier ouvrir. Le voilà. Touche F une fois, deux fois, vous le détachez. Voilà. Vous avez votre motif qui est là. On ne va pas faire de sélection. Quand rien n'est sélectionné, Photoshop considère que tout est sélectionné. Donc vous allez pouvoir prendre l'outil de déplacement de pixels et cliquer, glisser, déplacer vers l'image. Il n'a pas fait. Il est en train de ramer. Ah non, il n'a pas fait. Il n'a pas fait, pourquoi? Je viens de le voir. Non, PNG, non. Ah non, il est en couleur indexée. Il est en couleur indexée. PNG, le format n'a pas d'importance. Le format, c'est les couleurs indexées. Alors ça, c'est particulier, en effet. Ce sont des images, on va dire, qu'on utilisait pour faire du web il y a 15 ou 20 ans. Donc si vous voyez ceci sur votre image couleur indexée, ça veut dire qu'en réalité, il s'agit d'une image en noir et blanc, enfin noir et blanc, différents niveaux de gris, et il y a une table des couleurs qui est appliquée sur l'image pour donner l'impression que c'est une image en couleur. C'est 3 fois plus léger qu'une vraie image en couleur. Alors on va peut-être aller voir, dans mon cas, la table des couleurs. Peut-être que vous n'avez pas une image en couleur indexée, hein. Mais moi, j'en ai chopé une par hasard, voilà. Je suis vérolé, pas de chance. Image mode, table des couleurs. Voilà, ça ce sont les couleurs qui sont appliquées à différents niveaux de gris de l'image grise. On n'utilise plus ça à notre époque, sauf peut-être pour faire des choses un peu artistiques. Donc dans ce cas-là, je fais image mode et je vais passer en RVB. Image mode RVB. Vous voyez les différents modes, les différentes sortes d'images. Pas format, hein, différentes manières de gérer les couleurs et les intensités de pixels dans Photoshop. Du plus simple, le bitmap qui ne comporte que des pixels noirs et blancs et aucun pixel gris. Le niveau de gris, noir-blanc et niveau de gris, bien sûr. La bichromie, c'est encore particulier. 2 couleurs, on va dire, ou 3. Les couleurs indexées, voilà. Bon, sachez-le, on passe maintenant en couleur indexée. On passe de couleur indexée vers couleur RVB. Voilà. Alors, est-ce qu'on vous a appris, les infographistes, à travailler en CMJN dans Photoshop? C'est une erreur. Il faut travailler en RVB. Le CMJN, ça vous pose plein de problèmes. On n'a pas accès à tous les filtres, les couleurs sont ternes. Et déjà, ceux qui vous ont dit qu'il fallait travailler en CMJN, ils savent déjà peut-être pas qu'il existe plein de CMJN différents. Euroscale Coated, Uncoated, Fogra 27, 39, ça c'est plein de CMJN différents. Donc c'est bien de dire qu'il faut travailler en CMJN, mais ce serait bien de dire lequel aussi, tant qu'on y est. Dans InDesign, Adobe préconise depuis 15 ans de travailler en RVB. Donc ici, j'ai juste tapé Should use RGB InDesign. Ça fait 15 ans que que Adobe dit travailler en RVB dans InDesign, même si c'est pour l'impression. La conversion CMJN doit se faire le plus tard possible. Ah oui, c'est perturbant. On vous a tout le temps dit qu'il fallait travailler en CMJN dans InDesign. On vous a peut-être même dit qu'il fallait que ce soit en 300 dpi, sinon problème. Eh bien, c'est faux. Donc ici, c'est un petit article. Vous pourrez taper ça si vous voulez. Vous avez vu ce que j'ai tapé. Hein? InDesign should use RGB.
Et vous avez un petit article de InDesign Secrets. Ce sont des gars qui sont en contact direct avec les développeurs de InDesign. Ce sont notamment David Bletner. Donc ce sont des gens vraiment qui font des formations. Voilà, en plus, il vous explique pourquoi vous devriez utiliser des images RVB dans InDesign, parce que justement, il existe plusieurs CMJN. Peut-être que votre document InDesign, vous allez l'imprimer sur un certain type de papier, et aussi sur un autre plus luxueux. Typiquement, c'est ce qui se fait pour les rapports d'entreprise. Hein. On a pour les actionnaires petits un papier normal, et pour les grands actionnaires, un papier plus luxueux. Peut-être que vous allez changer de type de papier à un certain moment. Peut-être que le papier que vous avez commandé chez l'imprimeur ne va pas arriver, vous allez devoir utiliser un autre. Donc comment vous allez faire si votre CMJN dès Photoshop il est préparé pour un certain type de papier? Donc c'est pour ça que Adobe conseille de créer le CMJN à l'export, à la création du PDF au départ du document fini dans InDesign. Ceci dit, il vous explique que si vous êtes un pro de la photogravure, il n'est pas idiot de travailler en CMJN dans Photoshop. Vous voyez la photogravure, la préparation d'images pour les magazines, pour les posters. Bon. Donc moi j'ai rien contre le CMJN, ça a été mon métier pendant les années 90, j'étais photograveur. Donc le CMJN je connais très bien. Mais il faut évoluer avec son temps. Dans les années 90, c'était une autre histoire. Donc voilà, il faut le savoir, ils le disent, c'est pas des idiots. Ça peut avoir du sens de travailler en CMJN dans Photoshop, mais c'est vraiment pour les super pros, quoi, les gens qui veulent vraiment contrôler la quantité d'encre noire dans les images, le contraste de la couche noire, voilà, c'est un métier, ça c'est sûr. Et un métier qui s'est perdu, en plus. Parce que les exigences ont baissé. Donc, je suis maintenant avec une image RVB, puisque je l'ai convertie, cette image couleur indexée. Elle est compatible. Image mode, voilà, elle est identique, elle est compatible, voilà. On va dire qu'elle est compatible, je la déplace, et là ça marche. Voilà. Ouais, il faut se souvenir de tout, hein. T'imagines si j'ai mes yeux dans les poches et que j'arrive pas à voir cette image en couleur indexée, je vais commencer à dire que Photoshop bug. En général, c'est ce qu'on dit. Quand on comprend pas un truc, on dit le logiciel bug. Mais les bugs, en général, ils sont entre le dossier de la chaise et l'écran. Il faut bien se le dire. Voilà. Eh bien, vous avez réussi à positionner votre motif à l'endroit du canard, par exemple. Comment vous allez faire pour que le motif ne soit visible qu'à l'endroit du canard? Ah ah! Un masque de fusion? Ah, je vois que tu as peut-être la bonne solution, mais c'est pas un masque d'écrêtage, c'est de l'écrêtage, oui. Enfin, et les autres, bon, ceux qui pensaient qu'il fallait un masque de fusion, c'est ça, voilà, c'est ça. Alors je vous montre juste la mauvaise solution, hein. Ce serait de mettre le même masque que ici, le mettre là. En faisant par exemple commande-clic, ça vous connaissez, vous l'avez vu sur le tracé, générer une sélection, puis aller là et demander de mettre un masque. Voilà. Bon, c'est pas une bonne solution, je jette ça. En demandant de supprimer le masque sans l'appliquer, sinon ça va supprimer les pixels. Ceci dit, on aurait pu faire aussi ça, hein. Alt et déplacer le masque, ça fait une copie. Hein. Mais c'est toujours pas la bonne solution, je le jette. Je vous montre juste qu'il y a un raccourci. Bon, ben c'est bien, il y en a qui connaissent. Tu as eu une bonne formation Photoshop finalement. Tu l'as vu par toi-même? Tu as étudié par toi-même, YouTube ou des choses comme ça? Non, juste au quotidien en l'utilisant. Au quotidien en l'utilisant. Ok. Au quotidien en l'utilisant. Alors, les autres, vous allez faire ça. Vous allez enfoncer la touche Alt et positionner le pointeur entre la vignette du motif et la vignette du calque. Et quand vous avez cette icône qui apparaît, sans bouger la souris, sinon ça va faire une copie, sans bouger la souris, mais en ayant toujours la touche Alt enfoncée, vous cliquez. Et voilà, vous avez fait ce qu'on appelle un écrêtage. Les pixels là ne sont visibles qu'à l'endroit où il y a des pixels visibles en dessous. Ok? Donc on peut encore bouger le motif. Pas un problème. Avec l'outil de déplacement, je déplace le motif et voilà.
Bon, le gros danger, c'est de le mettre très loin, et puis on se demande, mais où il est mon motif je le vois pas. Ah oui, là j'ai un petit problème. Le canard s'est enclenché tout seul quand j'ai voulu déplacer. Parce que j'ai cette saloperie qui est enclenchée ici. Sélection automatique du calque. Donc vous voyez, faites attention à ça. Vous avez un outil de déplacement. Quand sélection automatique du calque est enclenchée ici, ça active automatiquement le calque en fonction des pixels là où vous cliquez dans l'image. Donc c'est bien là-dessus que je travaille. Ok, voilà. Bon ben voilà. Vous l'avez eu? Ça va? Faites une transformation, édition, transformation manuelle, ou commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Agrandissez si vous voulez. Tournez si vous voulez. Pour tourner, il suffit de mettre le pointeur tout près de... Ben, en dehors du cadre en fait, hein, et tournez. Voilà. Validez. Voilà. Ok, voilà. Alors, ben, on peut tester des choses. On verra comment coller une texture sur un objet qui a des ombres et des reflets et faire en sorte que ce soit réaliste. Mais ce sera par une technique un peu complexe, mais parfois ça marche tout simplement en changeant le mode de fusion du calque. Donc pour l'instant, vous avez un calque de motif qui est en opacité 100%. Bien sûr, si vous le diminuez, on voit le canard par transparence, mais c'est pas génial. C'est fadasse. Je le remets à 100% l'opacité. Souvent, on me demande la différence entre l'opacité et le fond. On a l'impression que ça fait la même chose. Le fond, c'est pour modifier l'opacité des pixels sans modifier l'opacité des effets spéciaux qu'on aurait mis sur le calque. Mais on n'a pas encore mis d'effets spéciaux sur le calque. Donc ici, l'un ou l'autre, ça fait la même chose. Mais on y viendra quand vous travaillerez sur du texte. Pour faire un texte qui ressemble à du cristal, par exemple, on jouera avec le fond. Donc laissez ça à 100%. Par contre, on va modifier le mode de fusion, c'est-à-dire la manière dont les pixels du décor ici se mélangent avec ceux d'en dessous par des calculs mathématiques. Donc normal, c'est opaque en fait. Produit, ça se mélange un peu à la manière de marqueur qu'on superpose, ça s'assombrit. Éclaircir, ça éclaircit là où ça peut. Bon, ben c'est pas génial le motif que j'ai ici, le résultat n'est pas génial. Donc l'autre technique plus complexe donnera de meilleurs résultats. Mais bon, voilà, c'est pas si mal que ça malgré tout. Est-ce que produit chez vous, ça donne un bon résultat? Essayez les autres éventuellement. Ok. Alors, que je me souvienne de ça. Oui, majuscule plus et majuscule moins, vous passez en revue les modes de fusion. Le moins et le plus qui sont sur le pavé numérique sur la droite. Celui-là. Ouais, on voit pas grand-chose quand même. Hein. Je préférerais en avoir un autre. Ah, celui-là est pas mal, ouais. Donc, ça va, majuscule plus, majuscule moins, vous y arrivez? Sur PC, pas ici apparemment, mais sur PC, quand vous faites agir la roulette de la souris au-dessus, ça doit passer en revue aussi. Mais sur le Mac, ça ne le fait pas ici, dans ma version en tout cas. C'est pour ça que j'utilise majuscule plus et majuscule moins. Voilà, voilà. Bon, ben c'est pas mal ça. Alors, la suite, je vous montre, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, ne faites rien, regardez, ça va aller très vite. Et c'est ce que vous pourrez réessayer la fois prochaine. Vous allez pouvoir être créatif. Je vais ajouter ici un masque de fusion. Il n'y a aucune sélection actuellement active sur l'image, donc quand je clique pour avoir un masque de fusion, quand je clique sur l'icône là, pour avoir un masque de fusion, il est là, mais il est rempli de pixels blancs, donc il laisse tout apparaître. D'accord ? Dans ce masque de fusion, je vais prendre le pinceau et je vais dessiner en noir pour empêcher que certains des pixels du motif soient visibles, notamment sur la tête du canard. Je voudrais que les motifs ne se mettent pas. Je vais ici modifier la dimension du pinceau par un système qui est CTRL-ALT sur le clavier et bouger la souris avec le bouton gauche sur le Mac ou bouton droit sur le PC. Voilà, je modifie de manière dynamique la dimension du pinceau. C'est CTRL-ALT, qu'on soit sur un Mac ou un PC. Et avec le bouton gauche sur le Mac ou le bouton droit sur le PC, on arrive à modifier le flou et la dimension des brosses. Je dessine donc en noir dans ce masque de fusion. C'est lui qui est encadré, c'est pas ça, c'est ça qui est encadré.
Et voilà, j'arrive à empêcher que le motif soit visible à certains endroits. Touche X, ça inverse les cases de premier plan et d'arrière-plan. Je dessine maintenant en blanc, je peux faire réapparaître le motif là où je veux. Bien, ça c'est une chose. Dernière chose ici, je crée au-dessus du calque d'arrière-plan un calque vide en cliquant sur le bloc de feuilles. Avec le pinceau noir, je vais aller dessiner une tache. Voilà, elle est là. Donc j'annule, je vais la mettre là, ce sera plus clair. Voilà, une tache floue. On est d'accord ? Transformation manuelle. Je l'agrandis, je la bouge, je l'écrase, je la mets sous le canard. Valider, je diminue l'opacité, et voilà une ombre. Ok, elle est là, c'est quand même, elle apporte quelque chose. Elle pose l'objet dans le décor. Pour des objets complexes, un éléphant avec 4 pattes, on va utiliser 4 ombres sous chacune des pattes, plus 2 ombres ou 3 pour faire l'ombre du corps. Mais comme le corps est surélevé par rapport au sol, chez l'éléphant, il y aura des pénombres, et vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Voilà donc ce qu'on fera la fois prochaine. Bien sûr, tout ça devrait normalement être mis dans un groupe, clic majuscule, clic, groupé, pour pouvoir bouger tout facilement avec l'outil de déplacement, sans devoir se soucier de quel calque j'active. J'enregistre ça à la demande, je donne aussi les fichiers que je crée pendant les cours, donc en plus des vidéos.